Patrick Saint-Onge est fiscaliste chez Corriveau Saint-Onge. On va parler ce midi de fiducie familiale. C'est peut-être une notion qui est oubliée par plusieurs d'entre vous. Il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages à créer une fiducie familiale. Patrick Saint-Onge, bonjour. Bonjour. Avantage, on respecte quand même quelques règles. Vous nous avez amené ce midi, j'ai bien aimé la première acétate, les règles, la règle des 3D. Oui, en planification, la règle des 3D nous suit là, dans tous les aspects de notre travail. Là. Donc, c'est toujours les mêmes éléments qui reviennent. Donc, si on n'est pas en mesure de qualifier du moins un élément, une structure, une entité à un de ces 3D-là, ou du moins à plusieurs d'entre eux, mais on ne va pas investir de l'argent, on ne va pas se poser trop de questions. Donc, le premier D qu'on a dans n'importe quelle planification, c'est le fameux déduire. Donc, quand on parle de déduire, on va parler de déduction du gain en capital. Du moins, on va les revoir un peu plus tard. Après ça, notre deuxième V, c'est diviser. Donc, en raison de la façon que le système d'imposition a été mis en place, donc on se retrouve avec des taux qui sont progressifs, puis chaque individu, du moins en fonction du revenu qu'il gagne, mais est taxé à un taux qui lui est propre. Donc, dans une famille, l'idée, ça serait de diviser le revenu d'une façon qui soit optimale à travers les différents membres. Et le troisième élément, c'est différer. Donc, on préfère toujours payer de l'impôt plus tard, parce que l'argent, dans le temps, va valoir moins cher. Puis pendant ce temps-là, on peut faire des investissements qui vont pouvoir fructifier. Donc ça, c'est nos 3D. Donc là, ce qu'on regarde, l'entité qui est la fiducie, qu'on essaie de voir comment on pourrait, pourquoi que les gens s'intéressent autant à ce type de structure-là, c'est que dans le premier, c'est divisé. Donc, quand on rencontre des clients qui ont que les deux conjoints ont des revenus qui sont totalement différents, donc c'est pas optimal. Donc, quelqu'un qui gagne 100 000, l'autre qui reste à la maison, va payer beaucoup plus d'impôts que s'ils étaient tous les deux à 50 000 $. Donc, ça, c'est ce qu'on va chercher à faire. Le deuxième, c'est lorsque les familles ont des enfants majeurs, puis que ces enfants-là vont à l'université, mais pour payer l'université, le logement, la voiture que l'enfant majeur va avoir besoin pour compléter ses études, mais on est peut-être mieux de mettre un peu de revenus dans sa déclaration. Il y a des revenus qui sont faibles, il y a droit à des crédits d'impôt pour scolarité. Donc, il n'y aura presque pas d'impôt qui va se payer dans sa déclaration. Je me demande jusqu'à quel point c'est venu contrer les fiducies familiales, le fameux fractionnement de revenus. Parce que là, on a tenté une espèce de fractionnement de revenus pour les familles qui ont des enfants, là, avec moins d'impôts à payer. Par contre, pour les personnes qui sont retraitées, qui ont un conjoint ou une conjointe qui est encore au travail, là, le fractionnement de revenus est venu égaliser les revenus, en tout cas, au niveau fiscal. Là. Est-ce que ça a changé? Du moins, ça l'a aidé. Okay? Ouais. Mais lorsqu'on regarde une fiducie familiale qui détient des actions dans une compagnie, bien ça va être pour des enfants majeurs. Donc, on va être en mesure de faire du fractionnement. Les mesures qu'on a eues l'année dernière, c'était pour des enfants mineurs, donc famille avec enfants mineurs. Donc, ça va, si on veut, ça va complémenter. Donc, oui, au cours du temps, donc la personne qui gagne un revenu de salaire, donc va être en mesure de fractionner avec son conjoint lorsque l'enfant a moins de 18 ans. Mais quand arrive 18 ans à l'université, donc là, on va avoir besoin d'une structure qui va être un petit peu plus complexe pour arriver à des résultats qui sont équivalents. Puis il ne faut pas oublier que les mesures avec lesquelles on a vécu en 2014 plafonnaient le fractionnement à 50 000 $. Donc, dans certains cas, on va aller beaucoup plus loin, là, donc lorsque des gens qui ont un coût de vie plus élevé que d'autres. Là, donc, effectivement. Alors ça règle le problème de diviser. Pour le déduire, il y a le plus-value versus la déduction du gain de capital. Chaque individu, puis là, on parle encore ici là, donc d'une fiducie qui détiendrait des actions dans une société privée. Chaque individu, sur le premier 813 600 $ de gain en capital là, pour 2015, a le droit à une exemption d'impôt. Donc, si quelqu'un vend une société dans le futur, puis il y a un gain qui excède 815 000, il pourrait s'en retrouver avec de l'impôt. Donc, avec une fiducie, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on peut aller chercher, du moins, où on peut attribuer un gain en capital à un autre bénéficiaire, puis bénéficier, du moins, cette personne-là va être en mesure d'encaisser l'argent et puis réclamer l'exemption. Donc, on se trouve à multiplier l'exonération du gain en capital au sein d'une famille. Comment on fait ça exactement? Là? Parce que est-ce que la fiducie est aussi assujettie aux 815 000 ou si elle n'a pas de limite? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fiducie, là, c'est un entre-deux. Ce qu'on appelle, d'un point de vue technique, un conduit. Donc, ça accumule rien. Donc, le revenu rentre dans la fiducie. Si les fiduciaires, ça, c'est les administrateurs, font un bon travail, au 31 décembre, distribuent le revenu aux différents bénéficiaires. Donc, c'est ceux que profite la fiducie. Puis, le revenu est poussé dans les déclarations de revenus des bénéficiaires. Donc, c'est eux qui se retrouvent avec le revenu et qui peuvent demander une déduction. Donc, la fiducie est juste là en entre-deux. Donc, permet de, pendant un certain laps de temps, c'est pas l'individu, c'est pas le bénéficiaire qui est actionnaire, mais
à terme, lorsqu'il y aura des transactions, mais la fiducie peut y distribuer là, du revenu. Donc, c'est le côté qui est intéressant de la fiducie, parce que quelqu'un qui démarre une entreprise peut toujours dire, mais ma conjointe va détenir 20 des actions, mon fils mineur pourrait peut-être en détenir, même là, il y a toutes sortes de questions qui se poseraient, mais mes enfants pourraient détenir un certain pourcentage. Donc là, dès le départ, on pourrait venir fixer la portion que chacun d'entre eux détient dans les biens. La fiducie ne nous oblige pas, là, si on veut, à se peinturer dans le coin dès le départ. Donc, c'est un outil qui est flexible, donc parce que dans la plupart des cas, il va être discrétionnaire. Donc, on dit la fiducie détient toutes les actions, puis dans le temps, on décidera à qui on distribuera des biens, combien on en distribuera, puis sous quelle forme aussi. Parce que là, on parle beaucoup d'actions de compagnie, mais dans certaines structures, on va détenir un immeuble à revenu parce qu'il va y avoir eu différentes transactions qui vont avoir été réalisées. Donc, ça nous laisse beaucoup de latitude dans le temps là, par rapport à la gestion des actifs. On pourrait dire, par exemple, reverser du capital aux personnes, ou si ça se fait sous forme de dividende à ce moment-là? À travers la fiducie, lorsque c'est un dividende, ça va être une distribution de revenus. Okay. Il pourrait y avoir aussi des distributions de capital, mais dans ce type de fiducie-là, on parle vraiment de fiducie familiale. Habituellement, la notion de capital puis de revenus va être moins... On va moins s'enfarger dans les définitions. Là où ça va devenir important, ces notions-là, c'est souvent dans les fiducies testamentaires. Donc, qui va bénéficier du revenu, qui va bénéficier du moins du capital. Souvent, les gens vont monter des fiducies, ils vont s'assurer que le conjoint ait des revenus suffisants durant sa vie, puis le capital ira aux enfants. Mais là, ici, on est vraiment dans des fiducies de planification. Celles qui achalent un peu, là, du moins, là, certains analystes, celles qui achalent M. Godbout là, de la commission d'examen, là, donc il désirait voir sauter ces avantages-là. Sauf que ça va leur être difficile parce que l'idée de la fiducie, c'est d'être un conduit, c'est un outil de contrôle dans le temps. Donc, c'est... du moins, ils peuvent toujours faire ce qu'ils veulent avec la loi. Le truc, c'est de sauver de l'impôt d'abord, mais aussi d'être capable d'en remporter un peu aussi. Oui, tout à fait. Ça vient au troisième point. Ça vient au troisième point parce que les gens qui vont se soucier de la planification, du moins des impôts qu'ils pourraient avoir au décès, mais quand on met en place une fiducie, habituellement, c'est qu'on est venu geler le patrimoine d'un individu. On n'est pas venu y enlever tous ses actifs, on est venu dire, mais à partir d'aujourd'hui, ton patrimoine va cesser de croître, puis c'est plutôt dans la fiducie qu'il va y avoir une augmentation de valeur. Puis dans le temps, on verra qui va en bénéficier. Mais s'il y avait un décès entre-temps, mais les actifs qui sont dans la fiducie ne font pas partie du patrimoine du défunt, donc il y aurait des impôts là, qui seraient reportés. Il ne reste pas beaucoup de temps. On va y aller rapidement pour les prochains points. Les incertitudes là-dedans. Là. Qui, quoi et combien? C'est un peu ce que je disais tantôt. Oui. Mais ces incertitudes, pour mettre en place la fiducie, il faut qu'on se pose des questions. Donc, on ne sait pas à qui, comment, puis quoi on va remettre dans le temps. Si on a une idée claire que telle personne a tant d'actions, l'autre a tel bien, on n'ira pas vers une fiducie parce qu'on n'a pas eu, du moins, à moins qu'on ait des avantages fiscaux qui viennent avec, mais ça prend les deux. C'est le cumul des deux là, qui vont faire en sorte qu'on va conclure favorablement là, qu'une fiducie devrait être mise en place. Bon, alors pour les résumer, là, la fiducie, il y a des choses qu'il faut comprendre à l'intérieur de ça, la Constitution, qui sont les fiduciaires, qui sont les bénéficiaires, puis s'il y a un patrimoine distinct à l'intérieur de ça par rapport à ceux qui en font partie ou quoi? Oui, ça, c'est du moins constituant bénéficiaire, fiduciaire, c'est que lorsqu'on met en place une fiducie, il faut vraiment nommer les gens qui vont agir à ce titre-là. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas comme dans une compagnie où on a un one-man show qui joue les trois rôles. Donc, ça se pourrait qu'il y ait d'autres personnes qui doivent être, du moins, intégrés dans la structure corporative. Souvent, les gens vont voir ça comme un désavantage parce que là, il y en a d'autres qui vont être au courant de leurs affaires, mais chacun a un rôle. Et puis, ça peut pas, à part fiduciaires, bénéficiaires qui peuvent être les mêmes, mais si on se retrouve dans ce cas de figure-là, il va quand même falloir prévoir un fiduciaire qui est indépendant. Là. Donc, c'est beaucoup plus, du moins, c'est pas comme une compagnie. On a l'actionnaire et puis l'administrateur et l'employé. Là, donc, ils peuvent être la même personne. Ici, on a différents étages, puis pour que la structure fonctionne, lorsqu'on la met en place, il faut identifier correctement ces gens-là. Et respecter les règles, bien entendu. Vous allez rester avec nous pour les questions? Oui. On vous revient avec les questions dans un instant.